Et on part tout de suite pour Jérusalem. On le retrouve Yaël Ifra. Bonsoir Yaël. Bonsoir Bernard. Yaël, plusieurs choses. Alors d'abord, je viens de le dire à l'instant, on a les noms des otages qui vont être libérés demain. Et puis en même temps, il y a des négociations au très haut niveau puisque Benjamin Netanyahou a reçu l'envoyé personnel de Donald Trump pour le Proche-Orient. Oui, vous l'avez dit, Washington, enfin les États-Unis n'ont jamais été aussi présents dans la vie politique, dans la vie militaire, dans la vie diplomatique d'Israël. On a véritablement l'Amérique qui, comme on dit en hébreu, nous souffle dans le cou. Ça veut dire est vraiment en train de regarder par-dessus notre épaule tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer est supervisé, surveillé, aidé, mais parfois aussi contraint par les États-Unis. Alors, à propos de cela, vous avez raison, vous avez donné le nom des 3 otages. Il y a une petite surprise, puisqu'on s'attendait à ce que l'homme libéré, l'homme âgé, donc libéré demain, soit Keith Segal, donc le mari d'Aviva Segal, qui avait été libérée elle-même au mois de novembre et qui a la nationalité américaine. Donc c'était prévu que, puisque les otages américains devraient quand même être libérés en premier, ça peut représenter une mauvaise nouvelle. Même si sa famille avait pourtant été avertie qu'il serait libéré, on les a vus faire la fête. Donc il y a dû y avoir quelque chose pour que ce soit Gadi Moses qui soit libéré. Donc on en saura un peu plus évidemment demain, puis peut-être qu'il sera libéré samedi puisqu'il y a une deuxième tranche qui nous attend. Alors donc la libération des otages, c'est évidemment la partie entre guillemets agréable de tout ce qui est en train de se passer. N'oublions pas qu'en échange de chacune des soldats libérés, ce sont 50 terroristes palestiniens, dont certains auteurs d'attentats très meurtriers et très lourds qui ont été libérés, dont certaines entre guillemets superstars du Hamas. Donc tout ça va avoir un prix très probablement. Alors la visite de Steve Witkoff, donc Steve Witkoff on le connaissait pas très bien, donc c'est comme d'habitude, c'est le genre de personnalité que Donald Trump favorise, puisque c'est un investisseur immobilier américain et pas du tout un diplomate. Il est fondateur d'un groupe de gestion de biens immobiliers, il est proche de Donald Trump, c'est un négociateur hors pair. On a raconté sur lui que quand il a démarré dans les affaires immobilières à Manhattan dans les années 80, il se promenait avec un pistolet attaché à sa cheville parce que certains deals pouvaient être un peu dangereux. Ce qui est intéressant à savoir sur lui, c'est qu'il a un historique avec le Qatar. Ça a été un petit peu moins dit, mais le Qatar l'a sauvé d'une mauvaise passe financière en rachetant un hôtel qui était enfoncé dans des dettes il y a quelques années, enfin dans les années, je crois en 2019. Et donc, en fait, il a quand même une dette envers le Qatar, donc c'est important de le savoir parce que le Qatar est le pays médiateur principal de ce deal d'otages, donc il était en bonne relation avec eux, mais à la fois pas vraiment en position de leur refuser quoi que ce soit, même si on sait donc qu'il est juif, évidemment, et qu'il est très pro-israélien. Il faut donc bien garder en tête que dans ce deal, dans cet accord de libération d'otages, il y aura des intérêts derrière sur la reconstruction de Gaza en particulier qui vont être très présents. Cela étant, il a donc rencontré aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Il a également fait part de sa volonté de se rendre à Gaza. Alors j'ai cherché un petit peu, un peu partout dans la presse israélienne, on parle de son intention, mais on ne sait pas évidemment, probablement pour des raisons de sécurité, où il va se rendre. Est-ce que ce sera dans le corridor Netzarim? Est-ce que ce sera à Rafah, à Rafah? On n'en sait rien du tout. Et que va-t-il faire? Qui va-t-il rencontrer? Va-t-il rencontrer des soldats? Va-t-il aller à la rencontre des populations palestiniennes? Ça semble moins probable. Mais en tout cas, c'est intéressant que dans sa première visite, sa deuxième visite en Israël, il y a eu celle du Shabbat où il a forcé Netanyahou à aller vers l'accord, mais c'est intéressant de voir qu'il tient quand même à se rendre sur le terrain et à montrer son implication au plan le plus pratique de cet accord. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a un chassé-croisé, puisque Witkoff est ici, mais dimanche, c'est le Premier ministre Netanyahou qui va s'envoler pour Washington pour un séjour de pas moins de 5 jours. Bon, on est d'accord, la famille Netanyahou nous a habitués à des séjours assez longs à chaque fois qu'on peut se rendre aux États-Unis. Donc, il est invité de Donald Trump. C'est un symbole très important puisque ce sera la première rencontre d'une visite d'un dirigeant étranger à Washington depuis l'élection de Donald Trump. Ça vient aussi montrer, on l'avait déjà dit hier, à quel point la paix au Moyen-Orient est la priorité de Donald Trump. Il veut, entre guillemets, se débarrasser de ce problème et passer à autre chose. On sait que plusieurs dossiers stratégiques seront discutés.
le maintien donc du cessez-le-feu avec le Hamas et en particulier l'approche de la fameuse deuxième phase de l'accord, celle qui met en danger la coalition Netanyahou, l'aide militaire à Israël, ainsi que les discussions sur le renforcement des capacités de défense, la pression sur l'Iran, dont on sait que Donald Trump n'est pas très très chaud pour une attaque sur les installations nucléaires. Que va-t-il se passer? Va-t-il pousser pour un accord? Et puis évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est la possibilité de l'accord de normalisation qui intéresse avec l'Arabie Saoudite, qui intéresse beaucoup aussi Wittkopf. Donc, cette visite va être perçue comme une tentative du Premier ministre de consolider son soutien auprès de la nouvelle administration américaine, alors qu'à la maison, ça ne se passe pas bien du tout. On a des problèmes sur la loi, avec donc la loi d'exemption du service militaire pour les ultra-orthodoxes qui n'arrivent pas à passer, des menaces de déstabilisation avec Smotrich, Ben-Gvir qui est sorti du gouvernement mais qui dit qu'il va y rentrer. Donc Netanyahou a bien besoin de cette légitimité, de la photo-op et peut-être, petit clin d'œil final, de finir par ramener sa femme Sarah à la maison, puisque ça fait déjà plus de 2 mois qu'elle est à Miami et tout le monde s'interroge sur cette absence très prolongée. Question. Avant qu'on arrive à l'Arabie Saoudite, la deuxième phase de l'accord, qui doit intervenir dans un peu moins d'1 mois, il n'y a pas d'accord sur même son démarrage. C'est-à-dire que les Israéliens n'acceptent pas, par exemple, l'ampleur du retrait, toute une série de choses. Des noms, comme vous disiez tout à l'heure, de stars du terrorisme. Il y a toute une série de choses que les Israéliens ne veulent pas. Et donc, on n'est pas sûr du tout qu'il y a une deuxième phase. Mais ma question est la suivante. S'il n'y a pas de deuxième phase, il peut même ne pas y avoir de fin de la première, je m'explique. Si le Hamas arrive à la conclusion qu'il n'aura pas ce qu'il veut, lui, en fait, il veut la fin de la guerre, il veut reprendre le pouvoir, et il veut un retrait total des Israéliens de la bande de Gaza. Et intuitivement, ça met en danger la vie des otages. Les otages ne seront pas libérés s'il n'y a pas de deuxième phase. Tout le monde croit que ça va... Et on verra après. Mais il n'y a pas d'on verra après. Mais vous avez absolument raison, c'est exactement ça. Le journaliste Ronen Bergman a fait ce matin un article assez long et détaillé dans le Yediot Ahronot pour expliquer tous les dangers qui planent sur cet accord. Et vous avez raison, les négociations devraient démarrer au 16e jour de l'accord, qui s'approche très très rapidement, devraient durer jusqu'au 32e jour, mais au-delà, en principe, si on n'arrive pas à trouver des points d'accord. Mais il est bien évident que si le Hamas comprend d'emblée que Netanyahou fait des clins d'œil à Bezalel Smotrich, qui lui a bien fait savoir qu'il sortirait du gouvernement en cas de non-accord, et que si on voit qu'il est prêt finalement, qu'il veut absolument retourner à la guerre, oui, bien évidemment, ça veut dire que tous les 33 otages de la première phase ne seront peut-être même pas libérés. Il ne s'agit même pas de sacrifier seulement entre guillemets, ceux de la deuxième phase, mais il est bien possible, et ça augmenterait la probabilité que la première phase n'aille pas au bout. Et donc c'est pour ça que Netanyahou va subir des pressions très importantes des Américains, parce que lui, Donald Trump, il n'en a pas du tout, c'est pas du tout son intention. Son intention, c'est que le deal aille au bout, au prix peut-être même du gouvernement Netanyahou, parce qu'il y a des otages américains jeunes qui font partie des soldats. Alors. Et que la famille Alexander est très proche de la famille Trump, et que pour Donald Trump, il n'est pas question que ces otages ne soient pas libérés. Donc il est bien possible que la pression américaine fasse finalement tomber le gouvernement israélien et que la cerise sur le gâteau de la normalisation soit le pari que Netanyahou prendra pour des prochaines élections, en espérant se faire réélire, puisqu'il aura été l'architecte de cet accord. Mais tout ça, c'est beaucoup de si, Bernard. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est la vie des otages. Et en effet, il ne faut pas qu'ils soient sacrifiés en aucun cas. Et pour ça, c'est très triste à dire, mais on compte plus sur les États-Unis que sur le Premier ministre israélien. Yael Ifra, je rappelle que vous êtes l'une des correspondantes permanentes de Radio Shalom à Jérusalem. Et donc, merci. Je rappelle que nous entendrons dans un instant le témoignage de l'ex-otage Amit Sosna. Elle a parlé hier sur la 12e chaîne dans l'émission Ouvda. Et voilà, dans quelques instants, on va pouvoir entendre ce que dit cet ex-otage. Bonsoir Yael. Bonsoir Bernard. Le président égyptien Abdel Fattah